salon, c'est quelque chose d'important, le fait que la mairie soutient les écrivains, c'est très important en réalité. Et j'encourage beaucoup vraiment les gens qui comptent en France de soutenir comme ça les écrivains, parce que ça crée une autre ambiance. L'ambiance, vous savez, est difficile, souvent triste, et le livre apporte un grand réconfort dans cela. En plus, je suis très fier parce que la devise le slogan, j'ai failli dire soviétique, de ce salon, c'est d'aimer les femmes, on encourage d'aimer les femmes, et vraiment, vous n'êtes pas dans le politiquement correct, parce que normalement, on doit encourager d'aimer les hommes, mais cette fois-ci, vous êtes bien c'est bien que vous encouragez à aimer les femmes. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, le thème des égéries et des artistes, c'est un thème, pour être franc, qui me concerne directement, parce que dans ma vie, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune diplomate, de connaître les femmes qui ont inspiré les grands artistes. Et le hasard du XXe siècle a voulu que ces artistes sont souvent venus de la Russie. Les artistes sont venus de la Russie, mais surtout ces femmes qui sont venues de la Russie. Si je vous récapitule, on peut continuer à l'infini. Vous êtes toutes les égéries pour moi, comme vous le savez bien, vous savez l'inspirer. Mais regardez, Picasso et sa femme Olga, Dali, que j'ai bien connu, et Gala. Молодец, молодцы. Bravo, Sylvia Léger. Nadia Léger, Elsa Triolet, Lily Brick, Madame Romain Roland. C'est un phénomène assez étonnant. Déjà, et c'est une preuve de vitalité. Vous encouragez ici le métissage culturel, ici à Élaroche, et je pense que vous avez raison, parce que c'est une grande richesse dans la réalité, le croisement entre les vies et le destin. Et je dois vous dire que les artistes du XXe siècle, ils ont bien compris que c'est une grande source d'inspiration. L'énigme de l'influence. Et finalement, qui est le plus important? Est-ce que celui qui est devant la scène, ou celle ou celui qui est derrière la scène? L'égérie et l'artiste, metteur en scène, la femme de l'ombre, les hommes de l'ombre. Tout ça, c'est les choses bizarres. Même il y a, pour reconforter et équilibrer mon message, il y avait le phénomène extraordinaire quand les hommes ont inspiré les femmes. Les hommes. Vous comprenez l'inversion. On me demande souvent, mais pourquoi seulement les femmes? Les hommes, elles peuvent être égéries. Et je vais vous dire, j'ai déjeuné aujourd'hui avec quelqu'un pour lequel j'ai un grand estime pour vous raconter l'histoire. C'est Marie de Simone Veil, qui s'appelle Antoine Veil, qui est un homme, pour moi, un homme absolument extraordinaire. Parce que, vous comprenez, il aurait pu être ministre, évidemment, faire une carrière qu'il a commencé, en fait, puisqu'il était chef de cabinet des grands ministères, des grands ministres. Il aurait pu continuer, mais quand il a vu que sa femme entre sous les feux de la rampe, il s'est effacé. Soi-disant s'est effacé, parce que simplement, vous comprenez, moi, comme j'édite les livres, parfois, il rigole parfois. Les livres de Simone Veil, c'est 600 et 1000 exemplaires. Les siens, c'est 1000 exemplaires. Et je vous assure que ces livres, ils sont, tout d'abord, ils participent largement, franchement, aux livres de Simone Veil, mais au-delà de ça, ces livres sont aussi extraordinaires. Et c'est une inspiration, pour moi, c'est un grand ici, c'est des couples complémentaires, évidemment, mais pour moi, j'éprouve une grande estime pour ce genre-là. Vous ne pensez pas que c'est les princes consorts, parce que l'on dit
on dit les choses prince consort ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est l'intelligence suprême d'aller jusqu'au bout dans les choses. Mais le XXe siècle a poussé au plénacle le phénomène de l'inspiration et j'hésite même par qui il faut commencer. Il faut dire, celle que je préfère parmi tous, c'est quand même peut-être Lydia. Lydia, c'est ton nom, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette femme, Lydia, mais vous la connaissez tous. Parce que ça, c'est une femme extraordinaire, parce que vous comprenez, en fait, c'est l'égérie de Matisse, l'égérie secrète de Matisse, modèle préféré de Matisse. L'affinité extraordinaire, y compris évidemment sentimentale, pendant beaucoup d'années, 30 ans de ça. Pourquoi je vous dis que vous la connaissez tous? Parce que Matisse lui donnait souvent des dessins, des tableaux. Elle n'a laissé rien pour elle. Rien. Elle habitait 2 pièces. Il aurait pu acheter des palais avec lui. Vous savez combien ça coûte les tableaux de Matisse. Elle a habité les 2 pièces, boulevard Port-Royal. Elle a laissé pour elle juste gravure. Mais ses yeux, vous entrez dans n'importe quel musée du monde, la première tableau que vous voyez, ses yeux bleus. Vous connaissez les chemisiers brodés comme ça, et ses yeux inimitables, les yeux bleus sans fond de Lydia. J'ai eu la chance de connaître cette femme-là, j'ai même une dette envers elle, je vais vous raconter comment elle n'a jamais voulu se raconter son histoire. Elle a publié un livre parce qu'elle a participé, elle a fait le collage avec Matisse, parce qu'elle a donné un titre exquis qui me sert beaucoup, parce que elle m'inspire même moi-même, vous comprenez, seulement Matisse, mais moi-même. Déjà, parce qu'elle a donné un titre exquis de son livre, une apparente facilité. Et ce qui est le plus difficile, je sais, et j'essaie de faire de mes livres, c'est modestement, j'essaie de donner l'impression que c'est facile. C'est facile. Mais c'est une apparente, et en Matisse, apparente facilité. Une apparente facilité. Si vous retrouvez cet album, je vous recommande Les yeux bleus sans fond de Lydia, qui m'a raconté un peu son histoire, parce qu'on a connu. Vous savez, elle a donné ça au Musée du Monde, mais quand à l'époque j'étais diplomate autrefois, et elle a donné beaucoup aussi au musée russe, au musée Pouchkine. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle a mené ces dons elle-même à travers les frontières. Et les frontières, à l'époque, c'était les rideaux de fer, vous comprenez, il fallait passer, etc. Et pour amadouer les douaniers à l'époque soviétique, elle a acheté, c'était des choses qui donnaient, vous comprenez, c'est des femmes généreuses. Et elle, vous savez, prenait un peu de laine à tricoter. À l'époque, il y avait toujours des pénuries, vous connaissez ça, et elle refilait ça aux douaniers pour passer ces choses-là. Mais vous savez, c'est comme je vous racontais, les choses, Antoine Weil, c'est une sorte de fierté sublime. Il ne parle jamais de lui, toujours se modèle à la première ligne. Et dans cette femme, Lydia, elle voulait qu'on parle d'elle, mais elle est connue par nous tous, parce que les yeux sans fond immortalisés, le bleu sans fond immortalisé par Matisse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est entré dans les années 30, c'était comme toujours les femmes de l'époque, c'était l'époque où il continue à m'intéresser, parce que vous savez, c'est les femmes qui sont nées à la fin du 19e siècle et qui ont connu une férocité absolue de l'histoire, la fureur absolue de l'histoire, avec la famine, avec la révolution russe, avec 25 millions de morts
dû aux guerres, tout d'abord la guerre civile, les nazis, 25 millions dus aux efforts de régimes totalitaires qui ont été tués, vous comprenez? C'est les choses ils perdaient les enfants, ils perdaient les maris, ils perdaient les amants, leurs amoureux, les biens aimés. C'est les femmes qui ont eu une sorte de souffrance inimaginable. Le XXe siècle, c'est surtout de ce côté-là, parce que les gens qui sont la guerre, la déportation, vous comprenez, toutes ces choses-là, on ne peut pas imaginer la souffrance. Et c'est les gens qui ont eu une sorte de vitalité. Dans l'instant de survie, raconter leurs histoires aujourd'hui, c'est très important parce que moi je trouve que les gens d'aujourd'hui, surtout, finalement, pourquoi ne pas dire la vérité, une jeune génération, ils sont affrontés au moins à difficultés, ils s'effondrent. Vous comprenez? Tandis qu'ils ne savent pas tenir les coups. Ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point les générations précédentes ont souffert. Et il faut raconter les choses comme ça. Il ne faut pas être dégonflé si facilement comme ils le sont parfois aujourd'hui. Et c'est une sorte aussi de message posthume parmi toutes ces femmes-là. Et pour revenir à Lydia, tout d'abord, elle était modèle, parce qu'elle était secrétaire de Matisse, et elle a participé aussi à sa création. Mais comme il y avait une affinité évidemment sentimentale, elle ne voulait jamais parler de ça. À un moment donné, aussi je veux raconter dans ces histoires, il y a parfois des gestes sublimes. Mais à un moment donné, la femme de Matisse, elle a dit, soit elle, soit moi. C'était Matisse. Et finalement, Matisse, elle a dû choisir, et elle est partie pendant quelques semaines de l'atelier de Matisse. Et Matisse, il a commencé à mourir. Il était mourant. Il ne pouvait pas vivre sans elle, sans sa présence. C'est une histoire extraordinaire. Et la femme de Matisse, elle a dit, allez, revenez. Et elle est revenue, et après, vous savez, c'est une dignité absolue, on ne parle jamais des choses. Encore une fois, c'est tout le contraire de cet allemand, vous savez, le problème de ces gens-là, comme vous le connaissez, c'est toutes les femmes de qualité, ils ont tout eu. Mais c'est tout le contraire de la vulgarité dans ce domaine. Ça n'a rien à voir avec les histoires de DSK, si vous me permettez le parallèle. Vous comprenez? Et aussi c'est un message pour les jeunes. Parce que j'ai dit, je regardais, ça m'arrive de regarder la télévision, et là, de jeunes journalistes, soi-disant, ils commençaient, j'étais absolument époustouflé par ça. Il a dit non, c'est l'amour, ça n'existe pas, c'est juste la chimie. Et, sérieusement, l'amour, ça n'existe pas. J'ai retenu la phrase. Eh bien, ces femmes-là, c'est la négation de cette phrase idiote. L'amour, ça n'existe pas, c'est juste la chimie. Et c'est la négation de la vulgarité qui prime parfois, dans des choses comme ça. Vous savez, c'est aussi... Gala, c'est un autre exemple. Gala, moi j'ai bien connu Gala, l'inspiratrice, le désir de voyager, le désir d'inspirer. Gala Dali, Gala Eloire, Gala Maxence, c'était une fois, pour vous taquiner, puisqu'on est dans les choses sérieuses, j'étais avec eux en Espagne, il y avait un hôtel, et là-bas, il y avait des écriteaux, c'était écrit. Là, c'était Gala et Dali, là, c'était Maxence, là, c'était les autres. Et Gala me regardait, il a dit, bon, pourquoi j'étais là et là, je sais pas. C'était, pour vous dire, Gala, la femme qui a désiré, la femme aussi libérée, la femme qui désirait vivre autrement, un petit enfant de Moscou, ses meilleurs amis de l'enfance, c'est les Russes ici présents, ils connaissent très bien, c'est la famille de la poétesse Tsvetaeva, c'est Marina et sa femme et sa sœur Anastasia Tsvetaeva, c'était les grands amis de l'enfance. Vous connaissez Marina Tsvetaeva, c'est une énorme poétesse, absolument
Époustouflante. Les gens qui connaissent la langue russe, une des plus grandes poétesses de tous les temps, sinon, en tout cas, une des plus grandes poétesses du XXe siècle. Mais Gala, il était peut-être plus actif presque que c'est quand ils sont devenus copines à 12 ans, 13 ans. Il rêvait de voyage et toujours cette idée d'inspirer le grand artiste Anastasia Tsveteva m'a raconté une fois quand ils ont discuté. Épouser en général, jamais de la vie, un homme d'affaires, quelle honte, le poète. Il voulait le poète. Et Gala, qui a eu des poumons fragiles, il était envoyé en Suisse quand il a eu 16 ans. Et ça, c'est le hasard de la vie. À côté d'elle aussi, il y a un grand poète du XXe siècle, Éluard, qui a eu aussi 17 ans. Dans le sanatorium en Suisse, ils ont été allongés, vous savez, pour soigner. Est-ce que c'était les vraies maladies ou la maladie de la jeunesse? Je me demande toujours, parce que c'était une sorte de sprint. Peut-être qu'il y avait quelque chose de fou. En tout cas, quand ils se sont aimés, tout est passé. Il n'y avait pas plus de problème. Mais quand même, entre-temps, elle est partie à Moscou, c'est une famille aisée. Et puis, il y avait, vous avez certainement lu, les lettres de Gala et Éluard, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est les choses inoubliables. Mais Éluard aussi, c'est les chemins sinueux du XXe siècle, parce que Éluard, à la fois, il était très attaché. Il m'a raconté, Gala, ça. Il était. Parce qu'au début, Gala, il était très pudique, contrairement à ce qu'on dit, ah, c'est une femme qui cherchait. C'est pas du tout ça. C'était une histoire qui était. Mais il faut dire que Éluard, déjà dans cet esprit de libération, vous savez, le XXe siècle, sur le plan sentimental, c'est aussi les chemins très sinueux. C'est pas les choses ne sont pas faciles. Finalement, elle me disait, vous savez, ces gens-là, même si vous avez le témoignage parfois de la première main, ces femmes-là, ils réinventent leur histoire. Aussi, c'est très difficile de bien saisir où est la vérité. Il a dit non, c'est pas moi, c'est Éluard qui m'a poussé dans les bras des autres, c'est Max Ernst, c'est quoi, c'est lui qui voulait qu'il me commande le bras, etc. C'est très difficile de savoir, mais en tout cas, je vous livre, elle me disait que voilà, une grande histoire. Il a eu plusieurs grandes histoires, mais il y a une grande passion avec Max Ernst. Dans le milieu du surréalisme, il faut comprendre aussi le siècle, parce que là-bas, là, c'est une transformation de la notion de l'amour. L'art d'aimer s'est transformé. N'oublions pas que ça se passait sur le toile de fond de la Révolution russe. Et dans la Révolution russe, il y a plusieurs composantes. Lénine, il était très bourgeois. Il a eu juste l'amour de sa vie, Anne, qui était une femme d'une Égérie, d'ailleurs, d'origine française, Inès Armand, ça tout le monde la connaît, mais au-delà de ça, Lénine il était très bourgeois comme concept de l'amour, non seulement les cravates, mais il y avait les autres bolcheviques, là, c'était les flamboyants, puisqu'ils disaient que l'amour, c'est, en tout cas l'amour physique, c'est il y a un célèbre féministe, peut-être vous la connaissez, il s'appelait Colanta, et il disait que c'est comme un verre d'eau quand vous avez soif. Et il y avait cet esprit libertaire. C'était dans l'air du temps quand même. À l'époque, il faut dire que Gala, elle a complètement assumé ça. À l'époque, avec les surréalistes qui étaient marqués par cette culture bolchevique. Il y avait, n'oublions pas, les surréalistes, c'est la transformation de la révolution dans le domaine des arts, mais ils étaient aussi dans leur esprit révolutionnaire politique. Il ne faut pas oublier Breton et Aragon avec ça. Mais je les ai connus quand même avec Dali, quand ils ont été déjà tous les deux âgés. Et il faut dire que dans les rapports avec Dali, il y a quelque chose qui me frappe jusqu'à l'heure actuelle. Parce que Dali, il n'était pas stabilisé. Il était, tout le monde connaît qu'il était, vous savez, ambivalent, pour utiliser le terme d'aujourd'hui. Il a une histoire d'amour avec les hommes, notamment avec Lorca. Au début. Et
influencé d'une manière directe, disons, son évolution artistique. Elle, plus que parmi toutes ces femmes-là, parce que j'ai connu parmi toutes ces égéries, elle savait se diluer presque en Dali. Il ne se séparait de lui mentalement. Une fois, j'aimais quand même de temps à autre qu'il me dit, fait un petit dessin ou quelque chose comme ça. Elle était très offensée quand elle a dit non, je vais te signer ça en russe, t'inquiète pas. Elle a dit non, peut-être maître aussi, peut faire un petit mot, quelque chose comme ça. Mais elle était tellement, elle a dit mais pourquoi pas moi, je suis prêt à signer pour moi. Et vous savez, ils n'ont pas réussi tout de suite. Évidemment, elle faisait le couple avec Dali et Prévisard, porté parfois sur l'argent, porté sur la réussite. Il y avait en eux ce désir aussi, ce génie qui était réciproque des relations publiques à travers ce qui était faire le cirque. Moi, je vais dire ce qui m'a frappé toujours quand j'ai eu de nombreuses conversations avec eux, mais ça m'a frappé quand on était, disons, tous les trois ou tous les quatre dans un petit comité. Dali, il était absolument calme, jamais de cirque, au contraire, tout à fait un homme qui ne frimait pas. Mais il suffit qu'on apparaisse sur scène, il se transformait, et là, c'était le cirque total, il devenait Dali, que tout le monde connaît, qui était un provocateur souvent, etc. En tout cas, une sorte de génie de relations publiques. Le milieu de surréalistes, pour les égéries, ils ont produit un couple mythique qui a marqué la littérature, qui a dominé carrément la littérature française pendant plusieurs décennies, c'est évidemment Elsa et Aragon. Elsa et Aragon, il y avait, comme avec Dali, la force du caractère émanait d'Elsa. Mais l'histoire d'Elsa, c'est aussi une histoire qui remonte, on a parlé tout à l'heure quand on est venu, liée avec une grande figure mythique du XXe siècle, un peu dénigrée et oubliée aujourd'hui. Il s'agit de Vladimir Mayakovsky, un énorme poète, un fantastique poète, qui était là aussi une figure phare de toute une tendance dans la littérature russe et la poésie russe, le futurisme. Et Mayakovsky, très jeune, il a remarqué que les deux sœurs, c'est une histoire de deux sœurs magnifiques, on aurait pu faire ça au théâtre. Elsa, la sœur Elsa Kagan, et l'autre sœur Lily Kagan, les deux filles de vocal. Lily Kagan, vous la connaissez surtout comme Lily Brick, une inspiratrice, une femme de caractère exceptionnel, mais au début, Elsa, elle était la fille aînée, et c'est Mayakovsky, ce poète, provocateur, il portait à l'époque, maintenant on porte tous toutes les couleurs, mais il portait, vous savez, une sorte de robe, un blouson jaune, qui provoquait chez les bourgeois de Saint-Pétersbourg, mais un beau garçon énorme d'ailleurs. Comme ça, il a commencé à draguer cette petite fille Elsa et il l'a marquée pour toujours. Mais quand la sœur aînée, elle a jeté un regard sur ce poète, tout était terminé. Et la rivalité entre les deux sœurs, c'est une rivalité interne, ça revient à ces fantasmes russes, combien exquis, il faut le dire, pour le siècle. Ils cherchaient tous les poètes ou les grands artistes, mais de préférence le poète. Et là, c'est une rivalité pour conquérir les poètes. Vous savez, puisque la sœur cadette n'a pas su garder Mayakovsky, elle va conquérir plus tard le plus grand poète, peut-être français du XXe siècle, avec Aragon. Et il va stabiliser aussi Aragon, exactement comme Galais, pour dire Dali, parce que l'autre était aussi un peu ambivalent.
il va devenir cet amour de sa jeunesse quand Elsa il va partir. Mais en tout cas, c'est une histoire intéressante. Il ne faut pas penser, parce que les gens, vulgairement, ils pensent que l'histoire du communisme d'Aragon est liée, on attribue à Elsa un rôle vraiment fatal de l'agent de Staline qui a, vous comprenez, à peine de peu espion. Vous comprenez, même si dans les archives russes, ce qui est vrai qu'Aragon il a travaillé pour Comintern, mais les gens ne savent pas, et j'ai l'engagement, un jour je publierai, parce que je ne voudrais pas, vous savez, Aragon c'est un immense poète, et comme moi j'ai une sorte de gêne de mélanger les choses un peu vulgaires, politiques, l'espionnage, tout ça, c'est pas pour ce genre d'histoire, parce que ce genre d'histoire, c'est l'histoire comme Dante, vous savez, c'est le niveau, c'est l'éternité, on ne peut pas banaliser ça, vous comprenez, c'est les choses qui me gênent. Dans les choses, mais quand même, on dit souvent, c'est les gens qui disent, vous connaissez ça, ça ne correspond absolument à rien avec l'histoire, parce que paradoxalement, pendant les guerres civiles, juste après la révolution du 17, à la fois Lili Brick et Maïkovski ont été complètement engagés du côté de la révolution russe. Il faut dire qu'Elsa, elle était carrément anti-soviétique, anti-bolchevique. Vous comprenez, c'est l'histoire très bizarre, mais personne ne s'en souvient. Elle s'est mariée avec un militaire français, après l'amour n'a pas tellement réussi, ils sont partis à Tahiti. Elle raconte ça dans ses livres, mais simplement dans ces histoires des femmes, ils sont en plus, eux, la figure, mais l'histoire du XXe siècle est souvent l'histoire de la désinformation. Et dans la réalité, ça ne correspond pas. En revanche, elle cherche, Maïkovski vient souvent à Paris, il n'ose pas draguer, parce que vous savez, à l'époque, il a eu d'autres histoires d'amour, mais quand même, il lui transmet l'amour de sa vie reste Lili, mais chacun a des histoires parallèles. Il faut dire que la vie sentimentale de l'époque, comme peut-être la vie sentimentale d'aujourd'hui, est compliquée, mais à l'époque c'était encore plus compliqué. Et il faut dire que finalement, elle vient et Elsa lui raconte, je suis seule, je n'arrive pas à trouver l'homme de ma vie, tout ça, elle est dans le désarroi total, ils sont souvent au pôle, et à ce moment-là, il y a un beau poète qui vient, un poète surréaliste, un peu trop brun, il a dit, la première soirée, c'était Aragon. Et quand il l'a vu, alors finalement il ne se sépare jamais, et des choses absolument sublimes qui ont été écrites sur évidemment, tout le monde connaît ce qu'elle a écrit, elle est entrée dans les annales de la poésie pour l'éternité, mais c'est vrai qu'à partir dans les années 30, c'est vrai que l'engagement d'Aragon est lié avec leur affinité, avec l'amour, avec son amour envers Elsa. Mais Elsa le ramène, elle ne le ramène pas vers Staline, elle le ramène surtout vers la Russie, vers Pushkin, il a à l'époque le plus grand poète russe, vers toutes ces choses-là, mais l'engagement d'Aragon, quand il voyage en 1932 et quand il prend l'engagement en faveur de Comintern, en clandestin dans la réalité Comintern, c'est l'engagement qui est lié quand même avec les voyages d'Elsa et Aragon dans les années 30, quand ils ont été placés par la force des choses dans l'imbroglio stalinien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on dit « Ah, Aragon, il a écrit les vers en faveur de GPU ». Vous connaissez ces vers à la gloire de GPU, c'est-à-dire la police politique de Staline. Mais il faut comprendre que l'époque, autour de Lili Brick et son mari, et Maïkovski, il y avait tout un tourbillon des gens de services secrets qui se sont prétués, tout ça.
toute une histoire sur les toiles de fond de ce qui s'est passé pendant ces années terribles de 37, 38, quand il y avait les purges impitoyables qui ont commencé et jusqu'au bout à Staline. Moi, j'ai parlé avec Aragon aussi pour vous dire jusqu'à quel point ils ont été lucides face à ce qui s'est passé là-bas en Union soviétique. Et il me disait, ça je me souviens textuellement, que déjà à partir des années 30, malgré son engagement en faveur du communisme, ils ont commencé à douter. Mais il faut dire que plus tard, Elsa a joué un rôle tout à fait important, parce que quand il y avait le commencement de la campagne, vous savez, antisémite, dans la fin des années 40, par Staline, les blouses blanches, si vous vous souvenez. Cette affaire, c'est quand même Elsa qui l'alerte, et puis ce qu'ils ont fait plus tard pour Solzhenitsyn, pour, soyons très clairs, et pour condamner l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, Elsa a joué un rôle tout à fait primordial, sans renier l'engagement essentiel pour lui, engagement politique. Il restait fidèle, c'est un déchirement dans la réalité qui s'est passé pour les deux, et le couple restait très important. Une autre histoire autour de ça qui est liée un peu avec ça, et encore une fois je suis partagé. Il y a une autre femme qui a poussé beaucoup un grand écrivain du XXe siècle du côté soviétique, c'est Roman Roland. Roman Roland, le hasard a voulu, moi j'aimais beaucoup ces femmes-là, parce que vous comprenez, ces femmes, d'abord, ils racontaient leur vie, je l'ai connu quand ils voulaient raconter. Est-ce que c'était le désir de se réinventer, vous savez, les hommes politiques, ils aiment réinventer leur histoire, quand vous lisez le mémoire. Autojustification. Dans ces femmes-là, il n'y avait pas de ça, franchement. Ce n'est pas d'autojustifier. Ils essayaient de dire qu'ils n'ont pas eu tort de faire ce qu'ils ont fait. C'est souvent la souffrance. Et la souffrance de Madame Roman, Maria Roman Roland, c'était la souffrance énorme. Parce que c'est quand même elle qui a poussé Roman Roland du côté de Staline, qui a organisé le fameux voyage quand il fait l'éloge de l'honnêteté de Staline, quand ils sont allés comme invités d'honneur chez Staline. Mais l'histoire, encore une fois, c'est zigzagant. Au début, il s'appelait Maria de Vivier, elle était d'origine française, Maria Roland. C'était une poétesse, pour les initiés, vous connaissez peut-être, il y avait une sorte de l'école des égéries tout à fait sublime dans un endroit sur la mer Noire, ça s'appelle Cocteau-TPL, et un très grand poète du XXe siècle, que vous ne connaissez ça pas du tout, et peut-être vous connaissez Voloshin. Il organisait autour de lui toute une pléiade de femmes qu'il inspirait, qu'il invitait. Il avait, pas le palais, mais une sorte de dacha, il était assez à l'aise, il invitait les jeunes femmes, il aimait, parfois il avait une histoire d'amour, mais il avait une histoire d'amour en réalité, mais il les poussait simplement à s'épanouir. C'était cette fois-ci, c'est lui, l'homme qui servait une source d'inspiration. Et si je vous récapitule les gens qui ont été marqués par ce séjour à la mer dans cette dacha de Cocteau-TPL, vous serez absolument étonné. Les génies du XXe siècle, Mandelstam, par exemple, Judith Tsvetaeva, évidemment, future Marie Roman Roland, des grandes poétesses par nom, les poètes à la filée, à Rimbaud, si vous connaissez, les gens de tout premier plan qui ont marqué l'histoire de la littérature, de la poésie du XXe siècle. Et elle était formée par cet homme-là qui m'a dit s'il a compté plus pour sa jeunesse, mais après elle épouse, ça arrive finalement, une histoire d'amour avec un beau officier, d'autant plus qu'il était un prince, il s'appelait Prince Kudashov, mais la guerre commence, pendant la guerre elle est tuée, elle devient une veuve à 25 ans, et elle se cherche, mais elle est marquée par la création.
Très sincèrement, je pense qu'il était vraiment marqué par la création de Romain Rolland. Il est considéré comme un grand homme. Encore une fois, on dit qu'il était manipulé, qu'il était poussé par les services secrets dans le lit de Romain Rolland pour devenir sa femme et pour le pousser après du côté de Staline. Encore une fois, l'histoire ce n'est pas comme ça. L'histoire n'est pas vulgaire dans leur côté. Et puis, vous savez, franchement, dans mon métier, je ne suis pas un fan de cœur, je sens quand les gens mentent. Ces femmes-là la racontent leur histoire, rajoutent parfois, mais dans leur fort intérieur, ils ne mentent pas. Et je lui ai demandé d'où vient son engagement envers Staline. Il n'a jamais renié l'engagement envers Staline. Mais, je vais vous dire, dans la réalité, j'ai écrit un livre sur Staline un jour, ça s'appelait Fantôme de Staline, peut-être vous vous souvenez, il y a Poutine et Staline sur la couverture rouge. Et quand j'ai raconté ça, ça m'est revenu parce qu'elle est allée à Romain Rolland, 34 je crois, ils sont allés chez Romain Rolland, et ils ont passé pas mal de temps avec Staline, et ils ont regardé sa bibliothèque. Et elle me disait, détrompez-vous, Staline, ce n'est pas un homme inculte, c'était pas un homme inculte, c'est des bêtises. Et c'était et il m'a raconté sa bibliothèque. Il lisait ça, il citait ça, il citait Tchekhov, il citait Romain Rolland, c'était un des plus grands lecteurs, en tout cas, il utilisait la phrase, c'était un des hommes les plus cultivés parmi les monarques russes. Et ce qui est vrai, et des années plus tard, je me suis retrouvé une fois dans la bibliothèque de Staline avec un dirigeant arabe qui se prenait pour l'incarnation de Staline, et Saddam Hussein se prenait pour l'incarnation de Staline, et j'ai vu par mes propres yeux la bibliothèque de Staline. Et j'étais frappé qu'il y avait très très peu de livres marxistes et beaucoup de livres d'histoire, etc. C'est pour dire que rien n'est direct et il n'y a pas de vulgarité dans la vraie histoire qu'on peut raconter, mais son engagement de Staline, elle est liée certainement avec le fait que son garçon, qu'il a laissé là-bas en Union soviétique quand il est venu en Occident et quand il est devenu la femme de Romain Rolland, c'est un garçon qui était un jeune homme de 22 ans et il était tué en criant pour la patrie au front, dans la lutte contre les nazis. Il l'a crié avec la gloire de Staline. Et c'est le fait que Staline était symbole de cette victoire, l'attachement à ce garçon, jusqu'à la fin de ses jours, Madame Rolland, c'était énigmatique pour moi, qui n'a renié jamais de son engagement de cette histoire. L'histoire contradictoire, je voudrais qu'on discute un tout petit peu après, et j'hésite qui vous raconter. Peut-être je vais vous raconter une femme d'exception, une femme de fer, une femme assez étonnante, mais cette fois-ci c'était une espionne. Et peut-être dans le monde politique, l'Algérie que j'ai connue dans le monde politique, c'est lié avec ma période Gorbatchev, sera ici. Si vous êtes d'accord, on fera ça. Et après, on discutera parce qu'il y en a léger, il y en a beaucoup de femmes dans cette histoire. Elle est entrée dans les annales de la littérature comme une femme de fer, on l'appelle. Une femme de fer, elle est un peu liée avec l'actualité parce qu'elle est toujours arrière-grand-mère du ministre des Affaires étrangères britannique aujourd'hui, mais surtout il a inspiré Gorky, qui était un écrivain très important, Herbert Wells, et surtout c'était la femme de la vie d'un des plus grands espions du XXe siècle, que vous ne connaissez pas nécessairement, il a joué un rôle essentiel sur le 4 que vous connaissez, mais que tout le monde ne connaît pas, qui a failli vraiment plus
changé l'histoire mondiale, parce que lui, il était mêlé à l'assassinat de Rasputin et son mandat, quand il est venu autrefois en Russie, c'était d'éliminer Rasputin. Après, il devient un copain, un ami des grands dirigeants bolcheviques qui l'intéressait personnellement, et il devient le chef de complot. Il a failli tuer Lénine, il n'a pas réussi. Et finalement, plus tard, il jouera un rôle assez important aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme une des figures phares d'espionnage britannique. Mais la femme qui l'a accompagnée, c'est une femme, elle s'appelait baronesse Budberg, et pour les initiés, tout le monde la connaît sous le pseudonyme d'Omura. Elle était mêlée dans tous ces complots. Et elle est allée souvent jusqu'au bout. Et elle est restée un personnage jusqu'à l'heure actuelle. Les gens n'arrivent pas à situer pour qui elle a travaillé. Est-ce qu'elle a travaillé pour les Britanniques à côté de Lockhart? Certainement. Mais pourtant, elle n'était pas fusillée, et Lockhart n'était pas fusillé, et les services de Lénine l'ont laissé partir. Est-ce qu'elle a travaillé vraiment pour les Soviétiques? Est-ce qu'elle était un agent double, triple, fluent, comme les grands espions? Jusqu'à l'heure actuelle, on se pose la question, mais ce qui est sûr, qu'elle était une grande inspiratrice de deux écrivains quand même mythiques du XXe siècle, l'écrivain phare de science-fiction Herbert Wells et de Gorky d'une part, et puis elle est restée inspiratrice de cet espion et de ces complots tout à fait invraisemblables. Rien que l'assassinat de Rasputin, je raconte comment ils sont mêlés dans mon roman de Rasputin, pour faire un peu de pub ici présent, pour lequel j'ai reçu le Grand Prix du roman historique. Et puis j'ai vu physiquement, dans ma carrière diplomatique, cette fois-ci politique, l'histoire de Raïssa Gorbatchev. Je considère, Raïssa, vous savez, il ne faut pas oublier que cette période, il y a 20 ans, 30 ans bientôt, c'est une période sur laquelle il faudra revenir. Vous comprenez? Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point ça aurait pu tourner bien autrement. Ça aurait pu terminer dans les fleurs du sang, dans l'apocalypse mondiale. Jean-Paul II, à ma présence, une fois, il a parlé d'un miracle de la fin du communisme, de la chute du mur. C'est vrai que c'est un miracle. Ça aurait dû terminer dans les fleurs du sang et ça se terminait pacifiquement. Et vous savez, ils n'ont pas été nombreux pour changer la donne. L'histoire, paradoxalement, l'histoire des vies, l'histoire parfois des grandes créations, c'est l'histoire de la volonté. La différence fait par quelques-uns. Et moi, je considère que c'est une période, dans la période de Jean-Paul II d'un côté et Gorbatchev, il reste pour moi les personnages absolument étonnants, mais Gorbatchev aurait pu exister sans Raïssa. Moi, quand j'étais tout jeune diplomate, je les ai vus la première fois, ils se touchaient physiquement tout le temps, vous comprenez? Et je pense qu'il a ressourcé, vous comprenez? Il y avait, vous savez, pour être franc, je pense que Gorbatchev, il était plus féminin que Raïssa, pas dans le style de Clément Garçon, non. Mais Raïssa, il était plus volontaire, et par conséquent, l'inversion des rôles. Mais dans notre histoire, ne trompons-nous, Gala ou Elsa, ils ont eu la même volonté de faire que Raïssa. L'inversion des rôles, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, au contraire. C'était un artiste méridional, volubile, difficilement stabilisable. Et elle à côté, vous connaissez toutes ces histoires. Vous savez, les hommes sont beaucoup plus fragiles que les femmes. On connaît. Vous savez, vous les stabilisez. Déjà, mais là, c'est dans l'absolu. C'est les choses, s'il a eu besoin, il changeait. Moi, je me souviens, pour vous dire, qu'il y avait un moment fatidique de la fin du communisme, c'est le 19 août 1991, quand il y avait le putsch de Moscou, et je suis absolument persuadé que Gorbatchev aurait pu agir absolument autrement si Raïssa n'a pas eu un accident cérébral. À ce moment-là, il était complètement bloqué
bloqué parce qu'elle était angoissée pour elle, et il était déjà ailleurs. Elle a perdu le pouvoir avec l'accident de Raïssa. Et quand je vous ai dit que c'est une période, il faut que j'écrive un jour, je vais faire le roman de la perestroïka, parce que la période était époustouflante. C'était la volonté de quelques-uns qui ont changé la donne. Le vrai inspirateur de cette période, il s'appelait Yakovlev, il était le principal conseiller, mais vraiment l'inspirateur de Glasnost, c'est un personnage étonnant, une sorte de vieux sage, un peu dans le style de Dostoïevski, vous comprenez, celui qui prend la volonté et qui nous amène vers la lumière. Ce personnage, il évidemment, n'aurait pu pas faire s'il n'y avait pas d'allié caché, secret, qui était la femme de Raïssa. Chaque fois qu'il faut choisir, il fallait choisir entre le choix de la liberté et le choix de l'ancien. Il choisit toujours la liberté. Il y avait une chose qui était, évidemment, Gorbatchev n'était pas porté sur l'assassinat politique. Et la différence c'était ça, ni Raïssa, ni lui n'aimaient pas tuer. Ils s'interdisent. Et si vous ne tuez pas, le système s'écroule. Et ça, sur ce plan-là, je dois vous dire, l'homme et la femme qui n'aiment pas tuer, tout d'abord c'est une rareté dans le monde politique. Et tout d'abord, c'est une rupture totale avec la tradition de Firachité, qui est une tradition russe, qui est vous comprenez, qui était basée quand même sur la terreur politique et pour parler vulgairement sur l'assassinat. C'est les gens qui aimaient tuer. Et ça, c'est une chose qui existe évidemment. Il l'assumait d'une manière aussi brusquer les choses. Mais ils vont revenir. Les Russes détestent aujourd'hui Gorbatchev, ils détestaient beaucoup autrefois Raïssa, mais ça n'a rien à voir. On peut détester et pour autant avoir raison. Et je considère qu'eux ont joué absolument, vous savez, rien que la chute du mur. Évidemment, ça aurait pu être arrêté à n'importe quel moment. Il y avait 400, j'ai failli dire la réalité, 500 000 hommes. Et le plan tout à fait précis pour arrêter, il suffisait de tuer 1000 personnes, ils ont tué 25 millions, pourquoi moi pas 1000 de plus, mais elle et Gorbatchev ont été toujours contre ça. Ils ont joué en faveur de ça, et c'est pour ça, c'est une inspiration tout à fait premier plan et inoubliable. Pour moi, pas toujours, comment vous dire, il ne peut pas avoir raison sur tout. Et moi, je considère que les grands hommes, ils font des grandes erreurs, et parfois, ils prennent des décisions qui sont... Avec Raïssa, vous comprenez, c'est elle qui a inventé, par exemple, à l'époque, l'adversaire principal d'Eltsine, qui était Eltsine. Pour un petit peu vous ranimer, parce que j'ai parlé trop, je vais vous raconter cette anecdote, et puis vous allez, si vous voulez qu'on discute, c'est avec beaucoup de plaisir. J'ai dépassé déjà le temps limite, je vois, parce que c'est trop long. Vous avez marre de mon accent, et bien sûr, j'ai un avantage, je suis lucide. Et pour terminer, vous comprenez, Eltsine, il était lieutenant de Gorbatchev au début, et tout le monde connaissait son défaut, il picolait. Et quand il est passé à l'opposition, à l'époque, Raïssa, il a dit, mais c'est facile de le piéger. Comme il picole, il est allé aux États-Unis, il prend le whisky, les verres sur les verres, complètement givré, et ils ont mandaté les gens qui se connaissaient, évidemment, discrètement, si j'utilise le terme, j'ai failli dire secrètement, de filmer ça. À l'époque, il fallait avoir les appareils. Aujourd'hui, on peut filmer, la preuve, on filme tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Et je dois vous dire qu'ils ont présenté ces séquences aux meilleures heures d'écoute à la télévision. Ils ont pensé, très sincèrement pensé, que les gens seront choqués. Et le lendemain, les sondages ont eu une sorte de percée en faveur d'Eltsine, parce que les gens disent qu'il se trompe bien, il a des à côté,
Il picole, c'est comme nous, tous les Russes. Voilà, il ne faut pas se tromper sur les cibles. Avec tout ça, je termine avec l'inspiration politique. J'étais ravi de vous raconter tout ça.